Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à une science un peu invisible mais qui est absolument partout. Celle qui fait que le monde qui nous entoure tient debout, de la plus petite tasse au plus immense des ponts. C'est l'histoire de comment les choses résistent. Alors pour commencer, une petite question. Quel peut bien être le point commun entre une tasse à café et un gigantesque pont suspendu? Ça peut paraître un peu bizarre comme question, non? L'un tient dans la main, l'autre traverse des fleuves, et pourtant, ils partagent un secret fondamental. Une sorte de lutte silencieuse et permanente. Eh bien, la réponse, la voilà. En fait, absolument tout ce qui nous entoure, y compris la chaise sur laquelle on est peut-être assis en ce moment, mène une bataille constante. Une bataille contre des forces qui en permanence essayent de déformer les objets, de les tordre, de les briser. C'est ça, le cœur de notre sujet. Allez, on attaque. Pour comprendre pourquoi les choses tiennent bon, le plus simple, c'est de commencer par se demander pourquoi est-ce qu'elles se cassent. C'est souvent en étudiant les échecs qu'on découvre les secrets de la réussite. Il faut bien comprendre une chose, quand un objet se brise, ce n'est jamais par hasard. Non, c'est de la physique, pure et simple. C'est juste le résultat de forces extérieures qui deviennent plus grandes que la capacité d'un matériau à y résister. Et chaque matériau a sa propre limite, son propre seuil, c'est prévisible. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait pour traduire ces forces invisibles en quelque chose de concret, en un langage de chiffres, de calculs, de prédictions? C'est là qu'on commence à quantifier cette bataille silencieuse. Alors, le premier concept clé, c'est la contrainte. Pour faire simple, c'est ce que le matériau ressent à l'intérieur de lui. L'image parfaite, c'est l'élastique. Quand on l'étire, on sent bien qu'une tension s'accumule dedans, une force qui veut le ramener à sa forme initiale. Eh bien, cette force interne, c'est ça, la contrainte. C'est la cause du phénomène. Et logiquement, s'il y a une cause, il y a un effet. Et cet effet, c'est la déformation. C'est tout simplement la réaction visible, physique, du matériau. C'est la mesure de combien il s'allonge, se compresse ou se tord. Pour notre élastique, c'est facile à voir, c'est son allongement. La déformation, c'est donc l'effet. Et voilà, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Ces deux concepts sont les deux faces d'une même pièce. Ils sont totalement inséparables. Pas de déformation sans contrainte. Et dès qu'on applique une contrainte à un objet, il y a forcément une déformation, même si elle est minuscule, invisible à l'œil nu. C'est la danse fondamentale de la résistance des matériaux. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que chaque matériau a sa propre façon de réagir à cette danse. On pourrait presque dire que chaque matériau a sa propre personnalité, son propre caractère. Et tous ne sont pas du tout égaux face aux forces. On peut les ranger en gros dans deux grandes familles. D'un côté, il y a les matériaux qu'on appelle ductiles. Pensez à un trombone en métal. On peut le tordre, il se déforme beaucoup, il nous prévient en quelque sorte avant de casser. Et de l'autre côté, il y a les matériaux fragiles. Là, l'exemple parfait, c'est le verre. Il résiste, et puis d'un coup, il casse, sans prévenir. Choisir entre ces deux personnalités est évidemment crucial en ingénierie. Et regardez comment ça se traduit concrètement avec des matériaux qu'on connaît tous. L'acier, par exemple, il est hyper résistant et en même temps ductile. C'est pour ça qu'il est parfait pour les squelettes des gratte-ciel, qui doivent pouvoir bouger un peu. Le bois, lui, est plus flexible, ce qui est idéal pour les maisons. Et le béton, qui est ultra fort en compression mais assez fragile si on tire dessus, eh bien, c'est le roi des fondations. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais comment on passe de ces connaissances à la construction d'un monde qui est, on l'espère, sûr et fiable? Comment on met ça en pratique? En fait, le processus, si on le simplifie, est assez logique. Première étape, on identifie toutes les forces, ce qu'on appelle les charges, que la structure va devoir supporter. Le poids, le vent, les gens, tout. Deuxième étape, on calcule la contrainte que tout ça va générer. Troisième étape, on choisit le matériau qui a la bonne personnalité pour le job. Et enfin, on ajoute une dernière étape absolument cruciale. Et cette fameuse dernière étape, c'est ce qu'on appelle le facteur de sécurité. C'est hyper important parce que, en réalité, un ingénieur ne va jamais, au grand jamais, concevoir une structure pour qu'elle résiste pile poil à la charge prévue. On la conçoit pour qu'elle soit beaucoup plus forte, souvent au moins 2 fois plus. Cette marge de sécurité, ce n'est pas un luxe, c'est une assurance vie contre les imprévus, contre un défaut dans un matériau ou une charge exceptionnelle. Et maintenant, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, on se rend compte que cette science, même si on ne la voit pas au quotidien, elle façonne absolument tout notre environnement. C'est le fondement de tout ce qu'on a construit. Le truc, c'est que cette logique, on la retrouve vraiment partout. Dans l'immense structure en acier d'un gratte-ciel qui doit pouvoir se balancer un peu dans le vent, dans les ailes d'un avion qui fléchissent de manière impressionnante pendant le vol, et même, à une toute autre échelle, dans l'écran de notre smartphone qui a été conçu pour résister à une certaine force d'impact en cas de chute. C'est la même science partout. Et c'est ça, au fond, le point essentiel. La résistance des matériaux, c'est ce qui fait le lien entre une idée, un plan sur papier, et une réalité tangible, solide, durable. C'est le pont entre l'imagination des architectes et la création des ingénieurs. C'est ce qui garantit que nos ambitions ne s'effondrent pas.
En fait, chaque objet autour de nous est un petit témoignage de cette science. Comprendre ces règles, c'est un peu comme si on changeait notre façon de voir le monde. On commence à voir cette danse cachée des forces et des matériaux partout. La prochaine fois qu'on traverse un pont, on peut penser à cette bataille silencieuse qui se joue sous nos pieds. Alors maintenant qu'on connaît un peu mieux les règles cachées du monde physique, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire ensuite ?